interruption sonnette cette fois. Bonsoir à tous, c'est Mélie sans Mélo et on se retrouve pour une nouvelle présentation. À vrai dire, je sais pas trop encore comment je vais découper cette présentation puisque j'ai un sacré nombre de romans à vous présenter, à savoir que j'ai beaucoup lu pendant mes congés. Voilà, je vais commencer donc dans l'ordre chronologique. Depuis le moment où l'on s'est arrêté, c'est-à-dire avant mon mariage, je pense. Et donc j'ai lu juste après Le combat de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Je pense que vous connaissez tous cette saga maintenant. Pour ma part, elle est rangée juste là. Je m'étais lancée dans une relecture parce que je m'étais arrêtée à je ne sais plus quel tome. Je ne sais toujours plus quel tome, mais je suis ravie d'avoir relu celui-là puisque je pense que c'est un de mes préférés. En tout cas, non pas que je gardais un souvenir précis de l'histoire, mais en tout cas c'est une thématique qui m'a... Enfin les monstres que l'on rencontre qui sont en fait des sorcières sont ceux qui m'ont pour l'instant le plus plu et que je trouve le plus intéressant puisque nécessairement on tourne pas mal autour du personnage d'Alice qui est l'ami de Tom, l'apprenti épouvanteur, mais qui est aussi eh bien, issu d'une famille de sorcières. Donc on va sur les terres natales, on va dire, d'Alice, et il y a des magouilles entre les trois clans de sorcières. Enfin voilà, c'était super chouette. On est bien quand on lit ça sous un plaid et on se dit ouf. Parfois ça fait un petit peu peur, on s'inquiète un peu pour le héros. Heureusement que je sais qu'il y en a du coup 8 autres derrière, 9 autres derrière, plus une deuxième saga, sinon je m'inquiéterais beaucoup plus. Cela dit, c'est orienté jeunesse, mais il y a quand même 2-3 trucs, 2-3 scènes un peu sanglantes et un peu flippantes. Ça se lit vraiment tout seul et à chaque fois c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve ces personnages. Et je peux le ranger ou pas? Bon bah en fait je peux pas le ranger. Je pense que il va falloir que je retire que je réorganise un peu tout ça pour mieux le ranger. Ensuite, lecture suivante, et je vous avais dit avant de partir dans mes vlogs qu'il me faisait très peur parce que c'est une grosse brique, raison pour laquelle en fait il dormait dans ma pile à lire, puisqu'il fait 584 pages et enfin, pourtant c'est marrant, on dirait pas comme ça. Il y a des romans qui font moins de 500 pages et qui ont l'air plus gros, mais moi je savais que c'était une grosse brique, j'avais un peu peur de la densité de ce roman et finalement ça s'est lu à une vitesse. Donc merci à vous dans les commentaires, notamment à la personne qui m'a dit ah mais t'as lu d'autres briques que tu as très fortement recommandé, donc voilà, faut pas s'arrêter à ça et c'est tout à fait vrai. Je recommande ce roman que j'ai trouvé très beau, vraiment très beau. C'était grâce à Steph de la chaîne Pikiti que j'avais acheté ce roman sur Momox je pense, vu son état. Et j'ai très bien fait de suivre cette recommandation. On se retrouve dans un monde post-apocalyptique qui a été touché par un phénomène assez original, je trouve, puisque la population petit à petit et de façon complètement aléatoire s'est mise à perdre son ombre. Et une personne qui perd son ombre perd petit à petit ses souvenirs. C'est les souvenirs qui font d'elle un être humain. Et ça va jusque on perd le savoir de la lecture, de comment préparer à manger, de comment faire le feu, presque de comment marcher, de comment respirer même à la toute fin. Donc c'est assez flippant et ça peut arriver de façon, voilà, on sait pas quand, on sait pas qui, mais ça arrive. Et donc dans ce roman on va suivre l'histoire de Max et Max et Ori qui vivent ensemble le début de cette pandémie, on va dire, et qui se retrouvent séparés. Et Ori va se mettre à la recherche de Max, et Max pendant ce temps-là raconte ses souvenirs, puisqu'elle les perd petit à petit, puisqu'elle a perdu son ombre. J'ai trouvé le concept très intéressant. Je suis peut-être un peu déçue que ça n'ait pas été poussé davantage par rapport à certains sujets, notamment sur leur chemin. Ils vont retrouver on va dire des extrémistes. Je sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs, mais ils s'habillent tout en blanc et c'est une espèce de secte et ils sont complètement maboules.
J'ai trouvé ça dommage que ce soit pas un peu plus étudié, un peu plus poussé. Ce que je vous ai pas dit, c'est que quand on perd son ombre, on développe aussi une forme de magie qui reste assez inexpliquée. En fait, la perte de l'ombre en soi est assez inexpliquée, mais ça allait, et je sais pas, le fait d'avoir rajouté des pouvoirs magiques et de pas y avoir passé plus de temps que ça, et que finalement ça prenne beaucoup d'ampleur à la fin du roman, c'est peut-être un petit peu dommage. Mais j'ai passé un très très bon moment, je suis ravie et je vous le conseille. Je sais qu'il est sorti cette année je crois chez J'ai lu en poche, donc voilà, ça vaut le coup parce que là c'est vrai que 25 € on est quand même content de le trouver d'occasion. La lecture que j'ai faite ensuite et que j'ai prêtée, donc je ne peux pas vous montrer mais qui est dans un état un petit peu trop abîmé malheureusement, c'est En attendant Bojangles ou Bojangles, je ne sais pas, que je voulais absolument lire avant de voir le film et qui m'avait été recommandé notamment par une amie très chère parce que c'est un de ses romans préférés et j'ai adoré. C'est d'une poésie, c'est d'un humour, la plume est incroyable. Le narrateur est un petit garçon qui raconte son histoire, son quotidien auprès de ses parents qui sont pour le moins des excentriques. Donc il y a aussi des passages de journal dans lesquels son père raconte comment il a rencontré sa mère et ce qui les unit. C'est pareil, une histoire d'amour d'une beauté et d'une poésie et aussi d'un petit brin de folie que j'ai trouvé incroyable. Et pareil, je peux pas en dire beaucoup plus si ce n'est que la chanson Mr. Bojangles de Nina Simone, si je me trompe pas, je suis pas trop sûre. Et bien sûr une grosse référence tout au long de ce livre. Voilà, les jeux de mots, les différentes excentricités de ses parents qui peuvent nous paraître, mais enfin on se demande même comment ça pourrait être possible, mais ça le pourrait en soi. Je trouvais ça très beau. Voilà ce que je peux vous en dire en tout cas de ce roman qui est très court, donc je vais pas non plus m'étaler, mais vraiment lisez-le aussi. Ensuite j'ai lu un roman sur lequel j'étais tombée comme ça en librairie, je m'étais dit bon let's go. C'est de Margaret Atwood et c'est l'Odyssée de Pénélope, donc deux choses que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le mythe autour de Ulysse, enfin les mythes autour d'Ulysse et l'Odyssée, et Margaret Atwood que j'avais, comment dire, trouvé intéressante dans La Servante écarlate. C'est une réécriture de l'Odyssée, voilà, on va pas tourner autour du pot, c'est écrit dans le titre, mais du point de vue de Pénélope, sachant que il y a on va dire deux procédés narratifs. Le premier étant Pénélope qui raconte depuis les enfers la façon dont elle a vu l'absence de son mari et dont elle a... non, même pas la façon dont elle a vu son âge adulte, hein, puisque l'histoire commence, il me semble, au moment où elle est promise à Ulysse, enfin, où il se marie plutôt, où Ulysse gagne sa main, on va dire ça comme ça, et avec les servantes, le cœur des servantes, donc qui a été les jeunes servantes qui ont aidé Pénélope et qui ont été assassinés par Ulysse, puisque il les considérait comme des traîtresses. J'ai moins aimé la partie cœur des servantes, non pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que c'était sous forme de vers, et alors soit c'est la traduction qui m'a pas touchée, soit c'est juste le côté chanson mais en texte avec lequel j'ai eu un peu de mal, voilà. En ce qui concerne le récit de Pénélope, là aussi je trouve qu'il y a une pointe d'humour et beaucoup de sarcasme. Dans ce livre, Margaret Atwood présente Pénélope sous... enfin voilà, comment elle aurait vécu sa propre célébrité, c'est-à-dire vraiment l'épouse parfaite, fidèle, et qui a été finalement assez passive, voilà, l'attente passive de cette épouse. Et en fait elle remet Pénélope au centre de ce qu'elle a vécu. Je saurais pas vous en dire beaucoup plus, là aussi c'était une lecture très courte que j'ai trouvée sympa, c'est-à-dire que j'ai bien aimé comment Pénélope explique qu'elle était tout le temps à l'écoute et à la recherche d'informations sur ce qui pouvait bien retenir Ulysse loin d'elle. Et à côté, la façon dont elle peut voir, dont elle a vu, c'est ce qui se disait vis-à-vis de ses relations avec Circé et tout ça. La façon dont elle décrit Ulysse aussi est intéressante. Voilà, maintenant
pour moi c'est pas un incontournable, ça m'a juste fait plaisir de relire, de retomber encore sur les différents mythes de l'Odyssée parce que c'est un sujet que j'apprécie, voilà, mais que je ne peux pas conseiller à tout le monde. Si vous n'appréciez pas, c'est votre chemin, c'est pas incroyable. J'ai lu ensuite Lancelot Avancette en armes et c'est exactement le même principe que pour l'Odyssée de Pénélope. Si vous aimez les légendes arthuriennes et les réécritures autour des légendes arthuriennes, allez-y. Pour le coup, là c'est un récit, c'est un roman. J'ai pas cherché de critique de la société ou de la vision des femmes dans tel ou tel mythe. Pas du tout. On va suivre un jeune homme qui finalement n'a pas de nom en tant que tel, mais qui s'est appelé L' Ancelot, ce qui veut dire petit serviteur si je me souviens bien. Qui a été toute sa vie durant éduqué par un homme qui avait côtoyé Uther et ses armées. Et donc qui a bercé son fils adoptif de ses récits. Et donc le jeune homme décide d'aller se trouver un nouveau maître et son objectif c'est d'aller trouver le roi Arthur. Et en fait on va suivre son périple tout au long duquel il se dit mais est-ce que je suis vraiment... Enfin je suis pas encore prêt à voir Arthur parce que j'ai pas de fait d'armes. Et puis il y a tout un questionnement autour de qu'est-ce qui fait un fait d'armes finalement, davantage ce qui s'en raconte et le bouche à oreille que ce qui est vrai. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très attendrissant, Lancelot, qui se questionne beaucoup, qui oscille entre le fait de vouloir rendre service et juste d'avoir une vie simple, et le fait de sauver des gens, c'est de donner sa vie à son roi. Et je vais pas vous en dire plus si ce n'est que j'ai trouvé la plume très chouette, j'ai aimé le personnage, j'ai aimé les épreuves auxquelles il va faire face, la façon dont il est guidé par différents autres personnages. Du coup j'ai fait le tour rapidement des notes que j'avais prises pendant ma lecture. C'est jamais très pratique franchement, c'est d'une lenteur à retrouver, je lis sur la liseuse parce que c'est ce qui est le plus pratique, mais c'est vraiment pas un format que j'apprécie honnêtement. Et donc du coup les choses que j'ai relevées dans Lancelot Avancette en armes, c'est quelques répétitions par-ci par-là, c'est pas c'est pas quelque chose de grave, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué quand même, et une ou deux tournures qui m'ont fait un peu c'est pas très beau par rapport au reste. Mais voilà, c'est tout pour ce roman là que je vous conseille du coup. Ensuite j'ai lu une histoire toute mimi, toute mignonne que je n'avais jamais lu, mais je pense que je devais avoir vu le dessin animé, mais je suis pas trop sûre. Du coup je me renseignerai peut-être pour le revoir. Il s'agit de l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler de Luis Sepulveda. Enfin c'est un classique je pense de lire un petit peu Luis Sepulveda, de savoir de quoi on parle. Je pense que je n'en avais jamais lu en tant que tel sous ce format là, mais c'est très très possible que j'en ai lu sous forme d'album quand j'étais bien plus jeune, on va dire il y a 20 ans peut-être. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est d'une poésie, d'une douceur, voilà, c'est chouette, ce sont de chouettes petites histoires. J'en lirai d'autres et je vais voir s'il n'y a pas moyen de se trouver, si vous connaissez des éditions d'ailleurs, des albums, de jolis albums, des contes. Enfin ouais, je pense qu'on peut appeler ça des contes de Luis Sepulveda, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ensuite j'ai lu un autre achat de All Star de ma collection All Stars 2022, donc waouh, j'ai foncé dans mes lectures d'e-book pendant mes vacances. J'ai lu Vent blanc noir cavalier de Luc Rhinart. Le titre me plaisait et c'était aux éditions Aux Forges de Vulcain. C'est l'histoire d'un poète qui se rend dans le sanctuaire où il souhaite retrouver ses maîtres. Alors est-ce que c'est des bouddhistes? Je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est ça. Il est en chemin, il est surpris par une tempête et il s'abrite dans un refuge abandonné. Et il se trouve qu'il y retrouve... Oui c'est ça, bouddhiste en plus, c'est écrit dessus. Il se trouve qu'il y retrouve son ami Izzy, qu'il a connu... je suis pas sûre qu'il l'ait connu au monastère, mais c'est possible, qui est lui aussi poète. Et au cœur de la tourmente et de la tempête,
Il sauve la vie d'une très jeune, très jolie surtout, c'est surtout ça, très très belle jeune femme qui ils finissent par comprendre que c'est une jeune femme noble qui s'est échappée. On comprend très rapidement que non seulement elle voulait échapper à la cour, mais elle voulait surtout échapper à son mari qui avait décidé qu'il fallait qu'elle meure puisque elle était soupçonnée voilà, d'infidélité. C'est un roman, je crois, tiré d'une histoire vraie. Je me suis pas beaucoup renseignée sur le sujet. En soi, j'ai trouvé l'environnement, l'atmosphère de ce Japon Japon médiéval, je pense. Très très beau. Voilà, maintenant, est-ce que j'ai tout saisi ou est-ce que c'est un livre qu'il faudra que je relise pour essayer de mieux sentir, de mieux percevoir ce qui a pu animer ces personnages? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a toute une première partie quand il découvre la personnalité de Matari, de cette femme, qui est très intéressante. Je comprends, je la comprends, voilà. Maintenant, il y a toute la dernière partie qui est vraiment une fuite. Voilà, une fuite désespérée. J'avoue que j'ai lu un peu rapidement la fin parce que ça commençait à... il n'y avait pas d'espoir en fait, donc on savait à peu près comment ça allait se finir, mais sans vraiment savoir, et ça traînait un petit peu, je trouve. Il y a quelques fois où j'ai eu un peu de mal à me représenter des situations de combat assez précises, parce qu'il y a de l'action, puisque bien sûr ils vont être pourchassés, hein, c'est pour ça qu'ils s'enfuient, pourchassés par les samouraïs du fameux mari. Il y a quelques scènes d'action ou même des scènes de déplacement dans la nuit que j'ai eu du mal à me représenter parce que c'est assez précis en fonction de voilà, si on va de tant de pas dans cette direction là puis qu'on tourne dans celle-ci, les personnes qui sont là on les verra pas, enfin voilà, c'est peut-être un peu too much, d'autant que finalement, enfin c'est pas que ça sert à rien parce que ça entretient le suspense et l'inquiétude de tomber sur ces fameux samouraïs dans le noir, mais j'ai du mal à me le représenter. Pareil, à un moment le poète tire depuis derrière un rocher mais sans laisser dépasser quoi que ce soit, enfin bon, voilà, il réussit, enfin voilà, c'était une lecture qui se fait maintenant, que je ne vais pas vous conseiller particulièrement. Lecture suivante que j'ai fait encore plus vite. Est-ce que j'étais lassée de lire à ce moment-là ou est-ce que vraiment je suis tombée sur deux romans qui moi ne m'ont pas parlé? Je pense que c'est ça. J'ai lu, alors là pour le coup, un roman que j'ai acheté l'année dernière et il s'agit de Un jour de plus de ton absence de Mélusine Huguet. On va suivre l'histoire d'une jeune femme dont j'ai oublié le prénom, voilà, ça commence bien, Madame Loiseau, c'est son nom de famille, qui apprend qu'elle est enceinte. Et en fait, on comprend qu'il y a un truc pas net avec cette grossesse parce que elle n'en parle pas à son mari alors que... Enfin, à son mari, à son compagnon, je crois qu'ils sont pas mariés. Alors qu'ils attendent ce bébé visiblement depuis longtemps et qu'elle avait fait une fausse couche et au début on se pose la question, est-ce que c'est à cause de la fausse couche ou est-ce que c'est à cause d'autre chose qu'elle a autant de mal à réentrer dans le cycle de la grossesse, de la maternité. Et en fait l'auteur nous met sur une piste, mais on sent tout de suite que c'est trop gros pour être vrai. Et en même temps, elle entretient son suspense comme ça et elle nous fait tourner les pages comme ça. Au final, on se rend compte que tout est lié, mais moi il a quand même fallu que je lise la fin en diagonale parce que c'était un peu trop gros et un peu trop cliché pour m'intéresser vraiment et que je sois vraiment attachée au personnage. Il y a aussi l'effet un peu too much, si vous voulez, dans ce roman parce que je trouve qu'il y a énormément de thèmes qui sont abordés, qui sont tous importants. Les violences faites aux femmes, l'accompagnement dans le cas de personnes atteintes de cancer, le cancer du sein, les violences gynécologiques, le féminisme, enfin il y a énormément de combats, peut-être trop, même si à bien y regarder c'est une histoire de vie, c'est-à-dire que oui ça m'étonnerait pas que ça se soit produit et qu'une personne telle que Madame Loiseau ait à la fois ses propres problèmes personnels et qu'elle rencontre voilà, un cancer dans son entourage, ce genre de choses, cancer du sein en plus. Donc oui, c'est possible, mais là comme ça faisait trop.
La narration elle est assez particulière, enfin assez particulière. Elle est pas particulière mais je l'ai trouvée pas forcément très claire par moments, c'est-à-dire que on va retrouver trois types de narration. La première donc c'est juste Madame Loiseau, donc j'ai oublié le prénom, qui vit sa vie, voilà très bien, avec il me semble un point de vue interne à la troisième personne. Et puis parfois dans le même chapitre on passe sur le point de vue interne mais de son conjoint. On sait pas trop quand ça s'arrête ni quand ça commence. Et puis d'un seul coup on repasse à son point de vue interne à elle, donc c'est là que j'étais un peu perdue. Et enfin elle écrit un journal où elle s'adresse à quelqu'un. Et on comprend que c'est une personne visiblement qui est décédée. Et tout le début j'ai eu du mal à comprendre qui était cette personne. Je pense que c'est fait exprès mais là aussi c'était... Je me dis c'est dommage parce que si j'avais su tout de suite à qui elle s'adressait, peut-être que ça m'aurait plus touchée. Juste comme ça, la construction qui moi m'a pas forcément touchée. Alors à la fin j'étais en larmes, on va pas se mentir, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, voilà, parce que je suis quelqu'un de sensible et que ça m'a beaucoup touchée. Et que c'est des sujets qui me touchent de toute façon. Mais voilà. C'est pas un 100%, c'est pas une réussite pour moi, et il y a ce gros creux au milieu, le creux de la vague où on sait pas trop où on va, c'est trop gros pour que ce soit ça, mais en même temps, voilà. Et je vous propose que l'on termine par ma dernière lecture que je dois avoir quelque part. Je ne sais pas où je l'ai rangée. C'est triste, mais la dernière lecture que j'ai faite pendant mes vacances est en fait une relecture puisque j'ai relu Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet. Mais si, je sais où il est, je l'ai prêté à Mélo en fait, c'est pour ça. Alors, Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet, bah Laurent Godet, premier roman de Laurent Godet que j'ai lu, j'avais, je pense c'était il y a plus de 10 ans, ça devait être il y a 12 ans, 13 ans, et ça m'avait beaucoup marqué. Non pas que je me souvienne de l'histoire, vraiment pas. Mais il y avait quelque chose, il y avait une atmosphère, quelque chose qui se dégageait de ce roman. Et puis bah forcément la plume de Laurent Godet qui moi me plaît personnellement beaucoup, que je trouve très belle et très très sensible et ouais, très belle. Le Soleil d'Escorta, c'est une histoire de famille et je pense que maintenant en y repensant c'est peut-être de là qu'est né mon amour pour les histoires de famille, puisque on va suivre la famille Malconze, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement du titre, et je crois qu'on va la suivre sur 4 ou 5 générations. Pourtant il est très très court et c'est là aussi que je me dis il n'y a pas besoin de faire des briques pour faire des romans super intéressants et suivre finalement toute une famille dans le temps. Lisez ce roman, franchement ça vaut le coup, il est court, il est efficace, il est beau. On voit plein de personnalités différentes et des époques aussi différentes et ça se sent dans la façon dont les personnages se libèrent au fur et à mesure. Voilà, je suis ravie d'avoir relu ce roman, d'avoir retrouvé le soleil et l'aridité, ça se dit ça, toute l'ambiance et l'atmosphère de cette partie de l'Italie. Je ne saurais plus vous dire exactement où c'est en Italie. Mais voilà, encore pour le coup une très belle lecture. Alors la bonne nouvelle c'est que j'ai réussi à vous parler de toutes mes lectures de romans jusqu'à mon retour en France, et que à partir de mon retour en France j'ai lu essentiellement des graphiques et un roman que l'on va peut-être vous faire en comparaison avec Mélo. Donc nous avons fait un bon gros tour de toutes mes lectures qui restaient en suspens, donc je suis ravie. J'espère que ça vous a plu, je vous attends bien sûr dans les commentaires pour que vous me donniez vos avis sur certains livres si vous les avez lus, ou que vous me posiez des questions, ou que vous me disiez surtout si je vous ai donné envie de les lire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.